Bonsoir à tous et merci d'écouter ce nouveau live chez Joom. Nous sommes donc le dimanche 29 novembre, soit 20 jours après la signature du cessez-le-feu signé par la Russie, représentée par son président Vladimir Poutine, l'Azerbaïdjan d'Ilham Aliyev et l'Arménie de Nicole Pachinian. Justement, ce soir, nous allons aborder ce conflit avec le prisme du droit international. On a à de nombreuses reprises entendu l'Azerbaïdjan, des députés français, le ministre des Affaires étrangères et tant d'autres brandir les résolutions de l'ONU, brandir le droit international pour justifier ce conflit, pour justifier aussi l'inaction de l'Occident. Et donc ce soir, nous avons choisi d'aborder la thématique du droit international dans ce conflit pour nous donner quelques cartes et mieux comprendre les véritables enjeux. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'il est possible de faire concernant l'accord de cessez-le-feu au niveau du droit international? Est-ce qu'on peut le contester? Les crimes commis par l'Azerbaïdjan pourront-ils être punis? Autant de questions et d'autres que je vais poser à un spécialiste de la question. Yeriché, bonsoir. Yeriché Gorizian. Spécialiste, je ne sais pas, mais bonsoir, avec plaisir, bien sûr. La maison Chajoum ne t'est pas étrangère, ça c'est sûr, mais ce soir, on t'accueille en tant que docteur en droit et enseignant en droit international public à l'université de Lyon 2. Donc, je te remercie d'être avec nous, Yeriché. Merci à toi, Alex. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le droit est au centre de l'échiquier de ce conflit? Oui, alors déjà, merci Alex pour cette introduction très élogieuse et pour l'invitation de Chajoum. Effectivement, ce n'est pas une maison qui m'est étrangère. Et effectivement, lorsque nous avons réfléchi à la tenue de cette discussion, je te disais que je voulais démystifier l'argumentaire juridique. On dit beaucoup de choses en brandissant le droit, beaucoup de choses qui sont contradictoires, beaucoup de choses qui sont sujettes à caution. Le droit a servi d'argument d'autorité pour justifier l'intervention armée de l'Azerbaïdjan et sa politique anti-arménienne. Tu l'as esquissé en introduction. Et il a également permis à certaines grandes puissances de ne pas intervenir, de laisser faire les choses. Je parle de démystification, mais ça va dans les deux sens. Le droit international n'autorise pas l'Azerbaïdjan à faire ce qu'elle fait en Artsakh, mais à contrario, le droit international ne saurait représenter une sorte de salut pour les Arméniens. Les Arméniens ont un rapport particulier avec le droit et la justice. En 1919, lorsque l'on juge les criminels jeunes turcs dans les tribunaux d'Istanbul, c'est un procès sans les Arméniens. Ils ne sont pas dans la salle pour témoigner en tant que victimes. Il faut attendre le procès Télirian en cour d'assises en 1921 pour que les Arméniens puissent faire entendre leur cause devant une juridiction pénale, mais c'est en tant qu'accusés qu'ils ont pu s'exprimer. Puis viendront d'autres procès, celui de Kulkenianikian, de Alekani Komishan, du commando de l'opération Van, du procès Kilinjan, mais dans un certain sens aussi Misak Manouchian d'ailleurs. Et dans tous ces récits judiciaires, les Arméniens sont des accusés. Donc un rapport complexe au droit, un rapport complexe à la justice. Et je dirais que le droit et la justice peuvent être des outils d'émancipation, mais ils ne peuvent pas en soi tout faire. J'ajouterais aussi que c'est particulièrement le cas pour le droit international. Le droit international n'est pas un droit comme les autres. La plupart des gens sont habitués au droit national, qui est plus vertical, plus rigide, avec une hiérarchie des normes formelles. En droit pénal, par exemple, donc un droit interne, il y a une loi. Pour la faire appliquer, il y a des pouvoirs de police et des tribunaux. La loi s'applique à tous. Son non-respect fait encourir des sanctions à ceux qui la transgressent. En droit international, les choses sont différentes, si vous me le permettez. C'est un droit essentiellement consensuel, volontariste. Pour faire simple, ce sont principalement les États qui, notamment par des traités, élaborent des normes qui leur seront appliquées et ce sont même ces États qui interprètent la validité de ces normes, la portée de ces normes. Il n'y a pas de pouvoir législatif en droit international. Il n'y a pas de police internationale et les voies d'action pour un tribunal
pour qu'un tribunal puisse juger un différend entre les États sont très différentes de celles qui concernent un conflit du droit interne. Par ailleurs, il est impossible de parler de droit international sans évoquer les rapports de force internationaux. N'oublions pas que c'est le droit de l'ordre juridique international dont nous parlons, et donc le droit des relations internationales. Les États, en principe, sont égaux en droit dans cet ordre juridique international, mais ils ne sont pas égaux dans les faits. Les puissances des États varient. S'il est vrai que les peuples l'évoquent parfois pour s'émanciper, pour se libérer, le droit international est principalement le résultat de rapports de force. On ne peut pas dissocier le droit du politique, le droit à des fonctions, le droit à des usages, des finalités. On peut recourir au droit pour se libérer, mais aussi pour préserver un ordre établi, pour maintenir des positions dominantes et paradoxalement pour commettre des crimes aussi. Hein. Et sur de nombreux sujets, il est possible de se revendiquer du droit international pour dire une chose, mais également pour défendre la position totalement inverse. Si l'on suit l'argumentaire de l'Azerbaïdjan, l'Artsakh est une province azerbaïdjanaise contrôlée par des séparatistes armés. Les Arméniens sont une puissance occupante. L'Arménie est presque, et même selon eux, un État colonial, hein, qui colonise l'Artsakh. C'est la position de l'Azerbaïdjan. Je parlais de rapport de force. L'Azerbaïdjan profite d'alliés puissants sur la scène internationale pour tenter d'avoir raison sur la question de l'Artsakh. La Turquie est un allié important de l'Azerbaïdjan qui est au commandement intégré de l'OTAN, qui est allié aux États-Unis, mais l'Azerbaïdjan profite aussi du réseau international du Pakistan, par exemple, qui est un allié fort de l'Azerbaïdjan. Plus généralement, l'Azerbaïdjan utilise l'argumentaire juridique pour laisser entendre que toute cette question de l'Artsakh n'est qu'un simple litige territorial. Tu es en train de nous parler, donc tu passes maintenant sur le conflit territorial et tu t'intéresses à ce sujet-là, allons-y. Tu es en train de nous dire que la situation en Artsakh, ce n'est pas qu'un simple conflit territorial? Non, ce n'est pas qu'un simple conflit territorial. En fait, l'Azerbaïdjan a essayé de nous amener sur ce terrain du conflit territorial, mais on n'est pas uniquement dans ce cadre-là. L'Azerbaïdjan use d'arguments de droit dans le cadre de sa stratégie plus globale, qui est une stratégie d'inversion accusatoire qui vise à bilatéraliser le conflit, à laisser entendre que les deux parties sont égales en moyens et en force, qu'elles sont équivalentes dans leurs intentions et dans leur éthique. C'est une posture légaliste qui postule que tout ça devrait être traité de façon neutre, que les règles juridiques devraient être purifiées de toute idée politique. C'est la vision, on va dire, aristotélicienne qui est décrite dans le livre 5 d'Éthique à Nicomaque. Une vision d'une justice qui détermine ce qui revient à chacun sans faire intervenir de jugements moraux. Peu importe que ce soit un homme de bien qui ait été dépouillé par un malhonnête homme ou un malhonnête homme qui soit pris à un homme de bien. Tout se vaut. Le but, c'est de semer le trouble sur ses réelles intentions en faisant croire que tout ça n'est qu'un simple conflit territorial qui relève du droit international public. En réalité, cette posture consiste pour l'Azerbaïdjan à masquer des crimes contre des populations civiles, contre des populations arméniennes. L'argument juridique est un voile d'ignorance qu'essaye d'imposer l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan commet des crimes contre les populations arméniennes. Ces crimes n'ont pas débuté récemment, ni d'ailleurs à la fin des années 80, mais bien lors de la mise en œuvre du génocide des Arméniens. Ce sont les mêmes politiques criminelles qui ont cours de Constantinople à Bakou à partir d'au moins l'année 1894. L'État-nation turc et l'État-nation azerbaïdjanais se sont fondés sur des exterminations d'Arméniens. À la seule différence, c'est que les Arméniens d'Artsakh ont pu jusqu'à présent résister à cette politique et donc rester sur leur terre.
Vous voyez l'ironie. Ils ont massacré les Arméniens partout. Le seul endroit où ils ont résisté, l'Azerbaïdjan dit que c'est un conflit territorial. C'est l'inversion accusatoire qui est pratiquée par le gouvernement azerbaïdjanais. Et c'est sans doute une inspiration turque, du négationnisme turc à l'endroit du génocide des Arméniens, qui consiste à accuser les Arméniens d'être des véritables criminels, en tout cas d'être dans l'illégalité, d'être des massacreurs de Turcs même parfois. Avec ce procédé, on impute à la victime ce dont on est soi-même coupable. Par mimétisme, l'Azerbaïdjan accuse les Arméniens du génocide à Khojalı, en bricolant des images maladroitement d'ailleurs, des images de photos prises à Srebrenica, en Yougoslavie donc, en Bosnie. Et dès que l'Azerbaïdjan est pris en flagrant délit de crime, l'État azerbaïdjanais crie à Khojalı. Au final, nous sommes en présence d'une tentative visant à dissimuler des crimes de droit international pénal, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, en amenant le sujet sur un terrain de droit international public. La question territoriale est en réalité un moyen pour l'Azerbaïdjan d'amener le terrain sur une autre discipline juridique et que l'on ne parle pas de ces crimes, mais d'un conflit territorial classique finalement en droit international public. Remettons les choses dans leur contexte si tu me le permets, Alex, et je ferai des réponses plus courtes après, je te promets. Fin des années 1890, massacre hamidien dans l'Empire ottoman. 1909, massacre d'Adana. 1915, c'est la phase génocidaire de l'extermination des Arméniens. 1918, on passe à Bakou cette fois-ci. Les armées ottomanes et les nationalistes azerbaïdjanais vont massacrer les Arméniens de ce qui est la capitale de l'Azerbaïdjan aujourd'hui. 1920, c'est le massacre de Chouchi, Chouchi qui était la ville qui est la ville emblématique du Haut-Karabakh. Dans ces mêmes années 20, également le début du nettoyage ethnique contre les Arméniens du Nakhitchevan, donc on est cette fois-ci au sud de l'Arménie. Et à partir de 1921, c'est la politique de discrimination et de colonisation azerbaïdjanaise en Artsakh. Après, sous l'ère soviétique, c'est de 88 à 90, on peut parler de pogroms anti-arméniens dans tous les territoires qui sont sous contrôle azerbaïdjanais, notamment à Sumgait, notamment à Kirovabad, à Bakou, etc. Et c'est parce que les forces azerbaïdjanaises entreprennent d'étendre ces massacres au Karabakh et que l'Azerbaïdjan envoie l'armée que la première guerre du Karabakh va éclater. Elle se soldera par l'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Donc du coup, tu nous l'as dit, l'Azerbaïdjan justifie les épisodes de ce conflit par une présence arménienne sur ces territoires. Déjà, je voudrais remercier ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce live Chatroom. On aborde ce soir, vous l'avez sûrement lu, l'aspect juridique du conflit du Haut-Karabakh. Donc Thierry Richer, des années 90 à 2020, et tu es même parti un petit peu plus loin dans des épisodes à partir du début du 19e siècle. L'Azerbaïdjan justifie ces différents pogroms par une présence arménienne sur son territoire. Est-ce que juridiquement, on peut considérer que ce territoire est vraiment azerbaïdjanais ? En tout cas, l'argumentaire juridique de l'Azerbaïdjan sert à enrober les choses, je disais. Et c'est un argumentaire qui est tiré par les cheveux. Pourquoi ? D'abord parce qu'en droit international, le principe de l'interdiction du recours à la force est cardinal. L'Azerbaïdjan justifie sa guerre de 88-94 en disant qu'il y a une atteinte à son territoire. L'Azerbaïdjan justifie la guerre de 2020 avec le même argumentaire. Bon. L'Azerbaïdjan ne peut pas se prévaloir du droit international public, en l'occurrence, parce que le principe cardinal, je le disais, de ce droit international, c'est l'interdiction du recours à la force. L'Organisation des Nations Unies et avant elle, la Société des Nations, ont été créées
principalement pour promouvoir la paix. Le recours à la force est possible dans des cas très restreints, par exemple la légitime défense. C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies. De 88 à 94, l'Azerbaïdjan a mené une guerre contre un oblast autonome intégré à son territoire. La légitime défense n'est pas possible dans ce cas-là. La légitime défense n'est possible qu'en cas d'agression militaire d'un autre État. C'est l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. C'est ce que nous dit la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations unies. En l'occurrence, c'est l'Azerbaïdjan qui a commencé la première guerre et d'ailleurs la seconde. Cette guerre a été menée contre une population vivant sur un territoire, compris dans son administration, au sein d'un ensemble plus vaste qu'était l'URSS jusqu'en 1991. La guerre a continué toujours contre une population constituée, cette fois-ci, en État indépendant à partir de 1991. Quant à la guerre de 2020, invoquer la légitime défense, c'est un peu léger, compte tenu des critères de nécessité, de proportionnalité et surtout d'immédiateté de la légitime défense. Laisser entendre que l'Azerbaïdjan fait usage de sa légitime défense 32 ans après le début de la Première Guerre, c'est somme toute peu convaincant. Donc, l'Azerbaïdjan ne peut pas justifier son intervention militaire, ni dans la guerre de 88, ni dans celle de 2020, puisque dans le premier des cas, l'Azerbaïdjan a déclaré la guerre à un territoire qui était sous sa juridiction. Et le droit des conflits armés ne traite que du cas lorsque un État déclare la guerre à un autre État. Si l'un des États voisins de l'Azerbaïdjan avait déclaré la guerre à l'Azerbaïdjan, dans ce cas, oui, l'Azerbaïdjan aurait pu user de la force, user de la légitime défense en 88 ou en 91 ou en 2020. Mais ce n'est pas le cas, puisque dans les deux cas, c'est l'Azerbaïdjan qui a été l'agresseur. Je le répète, lorsque l'Azerbaïdjan a commencé cette guerre, l'Artsakh était considéré comme étant à l'intérieur de ses limites, de ses frontières. Or, le respect de l'intégrité territoriale ne peut s'imposer qu'à des rapports entre États, pas à des rapports entre un État et une région autonome comprise à son territoire. L'Azerbaïdjan ne pouvait pas et ne peut donc pas non plus aujourd'hui invoquer en quoi que ce soit une atteinte à son intégrité territoriale par ailleurs. Là aussi, il faut comprendre le contexte et surtout analyser les arguments avancés par l'Azerbaïdjan. À la chute de l'Union soviétique, je suis désolé de faire une digression historique, mais à la chute de l'Union soviétique, les nationalistes azerbaïdjanais ont dû justifier leurs prétentions sur l'Artsakh. Le Haut-Karabakh était un oblast autonome au sein de l'Union soviétique et situé dans l'entité administrative soviétique qui était la République socialiste soviétique azerbaïdjanaise. Le ballottage de cette région d'Artsakh entre diverses entités administratives a toujours été source de tension. Les habitants sont arméniens, mais personne ne semble souhaiter que ce territoire puisse être géré par des Arméniens eux-mêmes. Pourtant, en 1920, le gouvernement azerbaïdjanais reconnaissait l'Artsakh comme faisant partie de l'Arménie. Il renonçait officiellement aux provinces litigieuses, notamment la question du Nakhitchevan et du Zangezur, et faisait ce qu'on appelle une déclaration de rétrocession. Mais en 1921, plus précisément le 4 juillet dans la nuit, le bureau caucasien du comité central du Parti communiste russe, sous la férule de Staline, va revenir sur cette décision. Un an après, l'Azerbaïdjan va être fondu dans ce que l'on appelait la République fédérative soviétique de Transcaucasie, qui puis deviendra après une république socialiste soviétique au sein de l'URSS en 1937. Dans les années 80, fidèle à une position très ancienne qu'on pourrait presque faire remonter jusqu'au 5e siècle de notre ère, l'Artsakh va intensifier ses revendications en faveur de plus d'autonomie et exercer ce que l'on appelle son droit à l'autodétermination interne. C'est-à-dire qu'elle va, dans le cadre de la loi soviétique, réclamer de pouvoir s'administrer elle-même et de ne plus être
de ne plus l'être, on va dire, Dépendante. de ne plus, non, non, c'est pas une indépendance. Elle va réclamer de pouvoir s'administrer elle-même et de ne plus être administrée par la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, ou alors d'être carrément rattachée à la RSS d'Arménie. En 88, il y a par exemple un référendum visant à rattacher l'Artsakh à la RSS d'Arménie. Tout cela, ce n'est pas vraiment du droit international, mais plutôt du droit interne à l'URSS. En représailles, on connaît la suite, les politiques de discrimination culturelle et économique vont se durcir contre les Arméniens d'Artsakh. Il va même y avoir des massacres anti-arméniens. L'Azerbaïdjan va mettre en place un blocus pour rendre l'enclavement de l'Artsakh intenable. Les communications routières et ferroviaires vont être bloquées, à tel point que même les Azéris qui vivaient dans ces régions vont commencer à la quitter, puisque c'est invivable. L'autonomie de la région va même être contestée par le Soviet suprême d'Azerbaïdjan, ce qui est ce qu'on appelle en droit international une atteinte au droit à l'autodétermination interne. Le contexte, c'est que l'Azerbaïdjan va proclamer son indépendance de l'URSS et que l'Artsakh, en tant qu'entité autonome, va faire la même chose. Les deux, à la chute de l'Union soviétique, vont faire usage de leur droit à l'autodétermination externe cette fois-ci, conformément à la loi soviétique de 90. C'est la loi de l'Union soviétique du 3 avril 1990, notamment ses articles 2 et 3. Qu'est-ce que nous dit cette loi? Si une RSS, une République socialiste soviétique, fait sécession de l'URSS, c'est-à-dire qu'elle quitte l'URSS, les entités autonomes qui se situent au sein de cette République socialiste soviétique peuvent également prétendre à leur indépendance en passant par un référendum. Et c'est ce qui a été fait le vendredi 30 août 1991, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan a proclamé son indépendance de l'Union soviétique. Quelques jours après, le lundi, juste après le week-end, on va dire, le 2 septembre, en 1991 toujours, l'Artsakh a fait la même chose. En 1991, comment donc on pouvait asseoir légalement les prétentions territoriales azerbaïdjanaises sur l'Artsakh, puisque les deux avaient proclamé leur indépendance? Eh bien, l'Azerbaïdjan va se fonder sur une règle dégagée à l'occasion des processus de décolonisation que l'on appelle l'outil possidetis. C'est un principe général du droit international. C'est surtout un principe dégagé d'un compromis onusien. La Charte des Nations Unies mentionne un droit très important qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est l'article 1er, mais l'article 55 en parle aussi. Mais il fallait trouver un compromis entre les partisans de la décolonisation et les ex-empires coloniaux. On veut éviter la multiplication des différends portant sur les frontières dans une période où il y a une vague d'accession à l'indépendance. On veut protéger les États coloniaux d'un démembrement anarchique. Le droit international va donc faire appel à une vieille pratique de délimitation des frontières, pratiquée par les anciennes colonies espagnoles en Amérique latine à partir des années 1810. Les États, à l'époque, avaient décidé de fixer leurs frontières en respectant les limites administratives qui existaient entre les colonies. Le processus de décolonisation tel que prévu par le droit international doit s'effectuer donc dans le cadre des frontières coloniales. Ça a été utilisé notamment pour la décolonisation de l'Afrique avec tous les problèmes qui ont été engendrés puisque ça ne correspondait pas toujours au lieu de vie des peuples. Cela a été confirmé par un arrêt de la CIJ en 86 concernant un différend entre le Burkina Faso et le Mali, peu importe. Mais il y a quelque chose que l'Azerbaïdjan n'avait pas peut-être prévu dans son argumentation, c'est que ce principe de l'outil possidetis ne s'applique pas dans les cas où un peuple est soumis à un régime discriminatoire. C'est ce que nous dit la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies en 1960. Et donc, privé de l'exercice de son droit à l'autodétermination interne, eh bien, c'est gréver la possibilité
d'imposer à ce peuple la règle de l'outil possidetis. Et c'est ce qui a été fait pour le cas de l'Artsakh à la fin des années 80. S'il y a un régime discriminatoire, l'outil possidetis ne s'applique pas. Et donc l'outil possidetis, cet argument juridique de l'Azerbaïdjan, ne peut pas s'appliquer. Par conséquent, l'Azerbaïdjan ne peut se prévaloir des anciennes limites administratives de l'URSS pour inclure l'Artsakh dans son territoire. Si l'Azerbaïdjan veut se prévaloir du régime lié à la création d'un État dans le cadre de la décolonisation, eh bien, il ne peut pas revendiquer l'Artsakh. Cela paraît d'ailleurs logique. Voilà. Le problème, c'est que du coup, dans les années 90, suite au référendum d'autodétermination, il y a une indépendance qui est demandée par les Artsakhiens, mais est-ce qu'elle est légale? L'indépendance du 2 septembre 91, comme je le disais tout à l'heure, elle est parfaitement légale. Elle est légale du point de vue du droit soviétique, mais également du point de vue du droit international. Donc du coup, pourquoi elle n'est pas mise en œuvre? Je vais revenir sur cette question de la légalité, notamment parce que c'est compliqué de répondre par oui ou par non, et surtout c'est l'occasion de clarifier un certain nombre de choses, et notamment de battre en brèche les arguments de l'Azerbaïdjan. Contrairement à ce qui a pu indirectement prétendre l'Azerbaïdjan, l'ONU n'a pas reconnu que la dislocation de l'URSS était une situation de décolonisation. L'Azerbaïdjan veut que le droit de la décolonisation s'applique pour le cas azerbaïdjanais, car il est potentiellement plus favorable à l'Azerbaïdjan dans sa prétention territoriale sur l'Artsakh. Mais à quoi correspond l'indépendance de l'Artsakh? En fait, il s'agit tout simplement d'une sécession. En matière de création de nouveaux États, on a deux cas de figure principaux. La décolonisation, qui est prévue par le droit international, et on a la sécession. La sécession, elle n'est pas forcément encadrée par le droit international, mais elle n'est pas illégale pour autant. Il y a aussi la création d'États après dissolution ou après réunification, mais nous, on ne va pas parler de ça. Le droit à l'autodétermination, c'est le droit, central dans cette question. Il s'exerce dans ces deux éventualités, la décolonisation et la sécession. La pratique du droit international va privilégier l'autodétermination interne. En gros, ce que c'est l'autodétermination interne, tout simplement, c'est l'autonomie des régions, la représentation de la population au gouvernement, des droits culturels, etc. C'est l'exemple du Québec, c'est l'exemple de la Nouvelle-Calédonie dans un certain sens. On privilégie d'abord l'exercice du droit à l'autodétermination interne. Donc, on reste dans l'État. Mais dans le cas de l'Artsakh, l'Azerbaïdjan a rendu la solution de l'autodétermination interne complètement impossible. Déjà en refusant un dialogue et de façon plus générale. Je parlais de la discrimination, des massacres, mais de façon encore plus générale, l'Azerbaïdjan n'a pas permis la conceptualisation d'une autonomie politique en son sein. On voit comment sont traitées les minorités taliches, lezgis, etc. Et même kurdes à cette époque. Son modèle à l'Azerbaïdjan, c'est la construction de l'État national turc. Donc, il n'y a pas de place pour les minorités. Vous ajoutez à cela ce que je disais tout à l'heure, les discriminations, mais également la généralisation des fraudes électorales, la criminalisation des médias indépendants. Bon, toute recherche d'une autonomie interne est rendue impossible par des facteurs structurels à l'Azerbaïdjan, qui n'ont pas changé de 88 à aujourd'hui. Donc la solution de l'autodétermination externe, c'est-à-dire de la sortie de l'Artsakh du cadre administratif de l'Azerbaïdjan, était finalement imposée par l'attitude même de l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'on appelle, cette autodétermination externe, la sécession. Pour autant, est-ce qu'il y a un droit à la sécession? Je dis, ce n'est pas interdit. Mais la sécession, en réalité, c'est un phénomène factuel, extra-juridique. C'est un fait politique. Le droit international s'intéresse qu'aux conséquences que va avoir la sécession. Le seul droit consacré dans ce sujet, c'est celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
qui a un caractère erga omnes, donc non inter partes, depuis une décision de la CIJ de 95 pour le Timor oriental. C'est un principe de jus cogens, donc c'est une norme impérative. Je disais qu'il n'y a pas de hiérarchie des normes formelles en droit international, mais on a des normes plus importantes que les autres, notamment les normes de jus cogens qui sont supérieures qui sont impératives et qui ne dépendent pas de la volonté des États. C'est ce que nous dit la Commission du droit international en 1966, mais c'est ce que nous dit aussi l'avis numéro 1 de la Commission d'arbitrage pour l'ex-Yougoslavie en 1991. C'est ce que nous dit la Charte des Nations Unies. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est aussi consacré par le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 26-25 de 70, la résolution 48-121 de 94, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'accord d'Helsinki de 75, etc., etc., etc. Ce que l'on peut dégager des textes, de la doctrine et de la pratique du droit international, c'est que le fait pour un État de se créer à la suite d'une sécession qui n'est pas consensuelle, c'est-à-dire qui ne suit pas un accord entre deux parties, cette sécession est possible à 3 conditions. Premièrement, que la nouvelle entité corresponde aux critères de la Convention de Montevideo de 1933. Cette convention, elle permet d'identifier un État. Donc, qu'est-ce que dit cette convention pour faire bref? Une population permanente sur un territoire défini et dotée d'un gouvernement. Deuxièmement, pour que, selon la doctrine du droit international, cette sécession puisse être considérée comme classique, valide, il faut que sa population ait été dans l'impossibilité de s'autodéterminer dans l'ancien État, que la possibilité de participer au gouvernement azerbaïdjanais pour ce cas-là fut fermée, impossible. On l'a démontré tout à l'heure. Troisièmement, il faut que cette population ait été systématiquement traitée de manière discriminatoire ou traitée d'une manière contraire aux droits de l'homme. Cela aussi, nous l'avons prouvé tout à l'heure. Certains parlent d'un droit à la sécession remède. C'est, pour faire simple, ça serait le droit pour un peuple de pouvoir constituer son propre État en dehors de l'entité qui violerait systématiquement ses droits, qui bafouerait les droits humains et qui commettrait des crimes internationaux. Bon, c'est un droit qui tend à émerger. C'est un droit qui est de plus en plus reconnu par la pratique des États, dans l'opinion juris. C'est un droit qui est en train de rentrer progressivement dans les normes du droit international coutumier. C'est ce que nous dit, en tout cas, c'est un droit qui se fonde sur le rapport de la commission des rapporteurs de la Société des Nations en 1921. Vous voyez, c'est assez vieux tout de même, mais aussi la déclaration de Vienne en 93, des résolutions des Nations Unies encore, notamment la résolution 56 de l'Assemblée générale des Nations Unies en 95, mais la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme aussi, nous rappelle cela dans l'arrêt Chilagov contre Arménie en 2015, donc c'est plus récent. Mais ce n'est pas la sécession remède un droit encore juridiquement totalement consacré. C'est en tout cas ce que la Cour internationale de justice, dans son avis consultatif très important, très connu de 2010, a tenu à rappeler cela, même si en réalité c'est finalement la sécession remède qui a été appliquée dans ce cas-là. Mais on ne veut pas pour l'instant ouvrir un droit qui créerait en cascade l'autodétermination d'un grand nombre de peuples. Donc, et d'ailleurs, cet avis sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo nous dit aussi qu'il n'y a pas un droit à la sécession, mais que pour autant, cette sécession n'est pas interdite, elle n'est pas prohibée par le droit international, sauf dans certains cas. La sécession, mais ça ne concerne pas véritablement l'Artsakh, elle est illicite quand l'indépendance est le résultat d'une intervention armée d'une puissance étrangère à visée impérialiste, on va dire. C'est l'exemple de Chypre Nord, mais c'est l'exemple aussi de la Rhodésie du Sud, du Mandchoukouo,
avec le Japon. En fait, c'est ce que dans la pratique du droit international, on appelle les États fantoches. La sécession de l'Artsakh, au même titre que de nombreuses sécessions dans l'histoire, n'était pas illicite. L'indépendance de l'Artsakh ne souffre donc, pour répondre à ta question, et désolé de l'avoir fait plus long, pour donner aussi les armes juridiques à ceux qui veulent pouvoir argumenter. Donc non, l'indépendance de l'Artsakh ne souffre d'aucune illégalité. Et du coup, si une reconnaissance de la République d'Artsakh intervient au niveau international, ou si on y arrive, qu'est-ce que ça pourrait changer? Alors, cette question de la reconnaissance, elle est importante puisque tout le monde l'a aux lèvres. La reconnaissance d'un État n'est pas un élément constitutif pour dégager l'existence d'un État. Et ça, je veux le rappeler. La création d'un État, c'est un phénomène historique, sociologique, c'est un phénomène qui relève du fait, du domaine politique. Ce n'est pas la création d'un État, ça ne relève pas du droit international. Les conséquences de la création d'un État vont, elles, intéresser le droit international public. Mais pour créer un État, en l'occurrence, le nouvel État, en l'occurrence, c'est l'Artsakh, depuis 1991, il n'y a pas un formulaire à remplir aux Nations Unies, ou ailleurs non plus. Il n'y a pas un formulaire à remplir pour qu'un État soit validé par une institution, une organisation internationale, ou invalidé d'ailleurs. Le droit international dit, notamment à travers la convention que je citais tout à l'heure, la convention de Montevideo de 1933, qu'un État s'identifie à travers 3 éléments constitutifs. Une population, je le disais, un territoire et un gouvernement effectif, c'est-à-dire un pouvoir politique souverain. Souverain, c'est important. Souverain sur ce territoire et vis-à-vis de cette population. C'est le cas de l'Artsakh. Il y a des États non reconnus, des États peu reconnus, mais cela ne remet pas en cause le fait que ces entités soient des États. Par exemple, l'Arménie, un État qu'on connaît bien, est un État qui est reconnu internationalement, mais un État, en l'occurrence, refuse de reconnaître l'Arménie, c'est le Pakistan. Pourtant, ces 2 États sont membres des Nations Unies. Donc, on peut être membre de la même organisation à vocation universelle et ne pas se reconnaître. Pour la République d'Artsakh, c'est plus compliqué parce qu'elle n'est reconnue par aucun État des Nations Unies, mais seulement par des États non membres de l'ONU. En l'occurrence, la République d'Abkhazie, la République d'Ossétie du Sud et, il me semble, la Transnistrie, la République qui s'est séparée, qui a fait sécession de la Moldavie. Quand un État proclame son indépendance, il n'a pas à demander une validation internationale, comme je le disais. L'État se crée et les États qui le reconnaîtront admettront par l'acte de reconnaissance que cette, on va dire, création de l'État a des conséquences juridiques qui s'appliquent à eux-mêmes. La reconnaissance a des effets internationaux sur la souveraineté de l'État nouveau, mais elle ne crée pas cette souveraineté. Elle ne crée pas non plus l'État. La reconnaissance a ce qu'on appelle un effet déclaratif et pas constitutif. C'est ce qu'a confirmé la commission d'arbitrage de la conférence pour la paix pour l'ex-Yougoslavie dans son avis numéro 1 du 29 novembre 1991. Donc, une entité étatique, même lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle exerce sa souveraineté sur son territoire, sur sa population. D'ailleurs, sans souveraineté, il n'y a pas d'État. L'Artsakh, c'est ce qu'elle fait. Elle a une police, elle a une justice, elle garde ses frontières, elle a tous les attributs de la souveraineté. Mais bien évidemment, une non-reconnaissance, ça engendre des problèmes. Ça engendre des problèmes pour l'exercice de la souveraineté au niveau international, pour conclure des traités, pour protéger ses ressortissants. Les États non reconnus ne peuvent pas, par exemple, bénéficier des immunités de juridiction, d'exécution, tout ce qui concerne les immunités diplomatiques. Donc, c'est difficile, c'est même impossible d'avoir une véritable diplomatie puisque les autres États ne veulent pas échanger avec vous dans ce cadre-là puisqu'ils ne vous considèrent pas comme un sujet du droit international selon eux. Donc, la problématique également peut porter sur les questions de compétences personnelles.
sur la reconnaissance de ces nationaux qui vont à l'étranger, quelqu'un qui a la citoyenneté de la République d'Artsakh, c'est compliqué pour lui de voyager à l'étranger, enfin de voyager notamment. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le principal avantage de la reconnaissance, c'est de permettre des relations internationales, de sécuriser les rapports de l'Artsakh avec les autres sujets du droit international. Mais, je le rappelle, la non-reconnaissance ne remet pas en cause le fait qu'une entité soit un État. Néanmoins, la reconnaissance va renforcer les effets juridiques internationaux, surtout des actes étatiques, au moins entre États. Mais voilà, ça peut prendre du temps. Il y a des reconnaissances qu'on appelle prématurées. Par exemple, la France a reconnu les États-Unis d'Amérique qui ont fait sécession du Royaume-Uni très tôt pour des raisons politiques. D'ailleurs, ça a déclenché une guerre entre le Royaume-Uni et la France. Mais il y a aussi des reconnaissances très tardives. Par exemple, le Vatican, le Saint-Siège, a mis très longtemps à reconnaître l'État d'Israël. C'est en 93, il me semble. Et pour reprendre un exemple encore plus long d'attente de reconnaissance, il y a certains États d'Amérique latine qui ont été reconnus par l'Espagne 70 ans après leur accession à l'indépendance. Justement, en parlant de reconnaissance, on peut parler de celle de la France, ou en tout cas du processus qui est en cours en ce moment, avec cette résolution qui a été votée par les sénateurs cette semaine. Donc, c'était mercredi 25 novembre 2020. Tu me confirmes qu'on ne parle pas d'une reconnaissance de l'Artsakh par le Sénat, mais bien d'un texte qui invite le gouvernement à potentiellement le reconnaître. Oui, j'aimerais d'ailleurs revenir sur la valeur juridique de ce texte du 25 novembre voté au Sénat. Déjà, ce n'est pas une loi. Donc, on n'a pas besoin de passer le texte à l'Assemblée nationale ni devant le Conseil constitutionnel éventuellement. Et il n'y a pas de procédure de promulgation. Il va y avoir une discussion à l'Assemblée nationale, mais elle concernera un autre texte. En l'occurrence, je crois même qu'il y a 3 textes. C'est des résolutions analogues à celles votées au Sénat. Je crois qu'il y en a 3, une posée par le sénateur Pupponi, une par les députés républicains, qui d'ailleurs, je crois, noie la question des Arméniens de l'Artsakh dans celle plus large des chrétiens d'Orient et celle du parti majoritaire de LREM, posée notamment par Christophe Castaner. C'est une résolution, celle qui a été votée au Sénat, qui a une portée symbolique. Depuis la réforme de la Constitution de 2008, et notamment du rapport Accoyer de la même année, on veut éviter les lois mémorielles, les lois plus généralement qu'on appelle symboliques. Une loi doit interdire, elle doit encadrer, elle doit autoriser des choses. En l'occurrence, il y avait un certain nombre de lois, notamment la loi de 2001 qui reconnaissait le génocide des Arméniens, qui ne faisait pas toutes ces choses-là. Donc on a importé à travers la volonté de Nicolas Sarkozy à l'époque, le modèle américain de ce qu'on appelle les non-binding resolutions. Ce sont des résolutions qui n'ont qu'une portée symbolique. Je souscris à ce que tu dis, Alex. Ce n'est pas une reconnaissance de l'Artsakh par le Sénat, si symbolique soit-elle. Que dit le texte? Il dit que le Sénat, je cite, invite le gouvernement à reconnaître la République du Haut-Karabakh et à faire de cette reconnaissance un instrument de négociation en vue de l'établissement d'une paix durable. Bon, d'ailleurs, le texte s'intitule « Résolution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh ». Donc, comme tu le résumes très bien, en fait, le Sénat propose au gouvernement de se pencher sur cette question-là. D'ailleurs, le lendemain, le 26 novembre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a confirmé la position du gouvernement français sur cette question par une déclaration qui disait, je cite, « La France ne reconnaît pas la République autoproclamée du Haut-Karabakh ». Donc je ne pense pas que la France va aller plus loin que cette proposition, enfin, cette volonté du Sénat, non pas de reconnaître, mais enfin, que le gouvernement reconnaisse. Je crois que ça n'ira pas plus loin.
Vous êtes nombreux ce soir pour notre nouveau live de Charjoum, quasiment 200. J'en profite pour saluer la France, mais aussi l'Arménie. Un salut à la team de Charjoum qui est en partie sur place en Arménie en ce moment pour coordonner l'arrivée des collectes de vêtements qu'on a fait les dernières semaines. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify également pour notre podcast. On est actif sur les réseaux sociaux et on est ravis en tout cas de vous avoir avec nous ce soir pour aborder ce conflit du Haut-Karabakh avec la thématique le prisme du droit international. Alors, Yeriché, Emmanuel Macron, il y a une semaine au Phonéton, il expliquait la non-intervention de la France dans ce conflit. En ces mots, je cite le président de la République: j'ai été le premier dirigeant international à dénoncer l'importation de djihadistes de la zone syrienne dans cette région. Mais il faut bien voir que dans le droit international, ce qui se passe au Haut-Karabakh et dans les 7 provinces, tel que c'est reconnu par les Nations Unies, c'est un territoire azéri. Et dans ce cas, l'État français n'aurait pu intervenir qu'à la demande de l'État souverain, c'est-à-dire de l'Azerbaïdjan. Emmanuel Macron s'est même laissé aller à 2 comparaisons aux interventions au Mali et en Syrie. Alors, je te pose la question, est-ce que la France avait le droit d'intervenir? Bon, tu t'en doutes, si tu me poses la question, que en réalité, les données en présence sont plus compliquées que ce que tente de présenter le président Emmanuel Macron. C'est plus compliqué que ça, bien sûr. D'abord, en Syrie, la France est intervenue sans l'accord de l'État souverain, l'État syrien. Dans sa déclaration, le président Emmanuel Macron justifie cela par le fait qu'il y avait une présence, qu'il y avait une poche de terroristes en Syrie. Mais en Artsakh aussi, il y avait une poche de terroristes. Macron dit que, d'ailleurs, sur la question de ces terroristes, l'exemple malien n'est pas le bon, puisque l'exemple malien, les terroristes déstabilisaient le Mali. Le Mali a eu recours à l'aide de la France. Mais en Artsakh, on voit mal comment l'Azerbaïdjan va demander une aide internationale pour lutter contre le terrorisme, puisque ces mercenaires islamistes, c'est elle qui les a importés. Donc c'est l'Azerbaïdjan qui a importé des combattants islamistes et qui les a finalement ajoutés à ses forces armées pour s'en prendre aux Arméniens de l'Artsakh. Donc quand Macron dit que c'est à l'Azerbaïdjan de demander à ce que la France intervienne, c'est un peu assez ironique tout de même. Bon, la France est membre permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce titre, elle pouvait, notamment dans le cadre du chapitre 7, agir pour mettre à l'ordre du jour la question d'une force d'interposition pour obtenir un mandat pour agir au nom de la responsabilité de protéger, par exemple. C'est ce qui avait été mis en place pour la Libye, par exemple. En l'occurrence, c'est l'OTAN qui a été chargée à ce moment-là de mettre en place l'opération pour une zone d'exclusion aérienne. Bon. Le problème, c'est que la France, et si on évoque l'OTAN, hein, c'est que la France et la Turquie sont membres de cette même alliance. Or, la Turquie était l'un des protagonistes au conflit en Artsakh. Donc, invoquer un quelconque droit à l'ingérence humanitaire, c'est également très difficile du point de vue politique. Il est peu probable que la France s'engage dans un conflit militaire alors que l'un de ses alliés militaires, en l'occurrence la Turquie, mais également l'un de ses partenaires militaires, qui est l'Azerbaïdjan, puisque la France a nommé un conseiller militaire à Bakou. Cet allié et ce partenaire sont des belligérants au conflit. Donc, si la France intervenait, ce n'était pas forcément du côté des Arméniens. En tout cas, cette question-là, apparemment, ce n'est pas véritablement posée, puisque la France n'a pas mis à l'ordre du jour du Conseil de sécurité une force d'interposition ou quelque chose dans le genre. Alors, il est possible aussi, mais ce n'est pas une intervention militaire cette fois-ci.
mais d'intervenir différemment pour la France. Il est possible pour des pays de prendre des sanctions économiques contre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Par exemple, au Parlement des Pays-Bas, je crois qu'on a voté régulièrement d'ailleurs, mais récemment particulièrement, des textes demandant au gouvernement néerlandais de demander à l'Union européenne des sanctions individuelles contre les dirigeants turcs ou azerbaïdjanais. Pour la question chypriote aussi, le Parlement de l'Union européenne a demandé au Conseil de prendre des sanctions contre les intérêts turcs. Aliyev et sa famille ont des intérêts économiques dans beaucoup d'États européens, et y compris en France. La France, si elle voulait faire pression, elle aurait pu voter des sanctions, elle aurait pu faire des choses. Enfin, les modes d'intervention sont quand même très, très larges, très vastes. Je pense qu'il n'y avait pas la volonté politique en réalité. Du coup, je crois même qu'il y a des pays européens, je n'ai plus le nom de ce pays, notamment un pays qui a pris des sanctions financières contre la famille Aliyev suite aux événements. Pour parler des crimes commis contre les populations d'Artsakh, on parle de bombes au phosphore, on parle de décapitation de militaires. Est-ce qu'il serait envisageable qu'une justice internationale soit saisie, que ces crimes soient jugés, du coup, et si c'est le cas, comment? Alors, pour que ces crimes soient jugés en droit international pénal, il faut soit créer une juridiction internationale ad hoc, comme on a fait pour l'ex-Yougoslavie, comme on a fait pour le Rwanda, une juridiction internationale de type hybride, comme on a pu faire pour les chambres exceptionnelles au Cambodge. Le plus simple, en réalité, c'est de recourir à la juridiction permanente criminelle qui a vocation universelle, qui est la Cour pénale internationale. Le problème, c'est que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ne sont pas partis au statut de Rome. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pour juger les crimes commis en Artsakh par l'armée azerbaïdjanaise. En effet, il y a une règle dans le statut de Rome, un article, l'article 13, alinéa B, qui permet de pouvoir entamer notamment des enquêtes préliminaires devant la CPI sans que les États en question soient partis au statut de Rome. C'est une exception. C'est l'exception qu'on a mis en œuvre pour le Darfour. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2005, avec la résolution 1593, si je ne me trompe pas. Cela permet de pouvoir saisir le procureur de la CPI d'une situation lorsque les États en question ne sont pas partis au statut de Rome. Pour cela, c'est le Conseil de sécurité qui doit renvoyer la situation au procureur de la CPI. Le problème dans ce cas-là, c'est que, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est possible, bien sûr. Ce sont les États membres du Conseil de sécurité qui doivent porter cette question, la mettre à l'ordre du jour, puis renvoyer cette situation au procureur de la Cour dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Oui, c'est possible. C'est possible, mais ça a été envisagé par exemple pour le cas syrien. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la Russie avait menacé à chaque fois de poser son veto pour qu'il n'y ait pas d'enquête du procureur de la Cour pénale internationale sur la situation en Syrie. Si l'un des États membres du Conseil de sécurité décide de mettre cette question à l'ordre du jour, nous verrons qui soutient véritablement les Arméniens, qui ne les soutient pas, qui mettra son veto et qui ne le mettra pas. Donc oui, c'est possible d'en passer par la justice internationale, au moins d'ouvrir des enquêtes dans un premier temps, pour que ces crimes ne restent pas impunis. Mais là aussi, c'est une question de volonté politique. Est-ce que les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la France par exemple, on parlait de l'intervention française tout à l'heure, est-ce que la France a envie d'en passer par la justice internationale pour rendre justice aux Arméniens
Ils sont victimes Je ne vais pas faire l'énumération de tous les crimes dont sont victimes les Arméniens, mais Alex, si tu me laisses aborder cette question 2 petites minutes, j'aimerais tout de même le faire. On parle depuis le début de cette guerre de crimes de guerre, et à juste titre. Le bombardement des églises, du patrimoine arménien, des hôpitaux, des dispensaires où on soigne des civils, les bombardements des villes, des civils, le sort réservé aux prisonniers de guerre, qui, je le rappelle, sont des civils en droit international puisqu'ils ne sont plus combattants, l'utilisation de certaines armes, etc. Donc, voilà, on est dans des cas classiques de crimes de guerre. Je rajouterais une chose tout de même, à mon sens, et je le sens depuis le début, on n'est pas uniquement dans des crimes de guerre, je pense, mais aussi dans des crimes contre l'humanité. Pourquoi? Alors, au début de la guerre, il était difficile de le prouver, de le déterminer, même si nous avions des indices sur les intentions du gouvernement azerbaïdjanais. Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, dit depuis presque 30 ans qu'il ira jusqu'à Yerevan et qu'il chassera les Arméniens comme des chiens. En gros, et à chaque fois, dans ses discours nationalistes, le président azerbaïdjanais menace les Arméniens de crimes contre l'humanité et de génocide. Donc là, on sent l'intentionnalité de s'en prendre aux Arméniens en tant que tels, de s'en prendre aux Arméniens parce qu'ils sont Arméniens. Au moment, lors du commencement de la guerre, et puis à mesure que les jours passaient, on a bien compris que ce n'était pas qu'une question territoriale, comme je le disais au début, mais l'Azerbaïdjan a, de façon systématique, visé des civils. Et le mot systématique est important parce que je ne crois pas, par exemple, qu'on soit dans le cas d'un génocide. Pour le cas de ce qui se passe, de ce qui s'est passé ces 45 jours de guerre en Artsakh, parce qu'il n'y a pas l'intention ni la mise en œuvre d'un plan d'extermination substantielle de la population arménienne d'Artsakh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un risque, et je pèse mes mots, hein, pour l'instant, le nombre de morts ne fait pas peser un risque sur la vie totale des Arméniens dans cette région. C'est ce que la jurisprudence du droit international pénal nous dit. Néanmoins, on est dans le cadre d'un crime contre l'humanité, qui est un crime aussi grave que le génocide d'ailleurs, parce que les attaques contre les civils sont systématiques. On a bombardé nuit et jour des civils. On a utilisé des munitions incendiaires, notamment les bombes au phosphore blanc, sur des populations civiles. Systématiquement, les prisonniers de guerre se sont fait, ou même les civils, passer entre les mains de l'armée azerbaïdjanaise suite à l'accord du cessez-le-feu du 9 novembre dernier. On voit les sévices contre les Arméniens sont assez récurrentes, ce sont les mêmes. Couper les oreilles, émasculer les gens, les décapiter. Bon, on voit la dimension raciste, on voit qu'il y a une population qui est discriminée en tant que telle et que des crimes sont commis contre elle. Donc on est dans le cadre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité aussi, il faut le préciser. Merci à vous en tout cas de passer votre soirée de dimanche avec Charjoum. N'hésitez pas à poser vos questions, je vois qu'il y en a qui arrivent. Donc sur le live Facebook directement en commentaire. Cette émission est bien sûr faite pour vous. Yeriché prend du temps pour vous répondre. Vous avez la parole, n'hésitez pas, on viendra à vos questions juste après. Un dernier thème que j'aimerais développer avec Yeriché, c'est la question du cessez-le-feu. On a parlé en substance jusqu'à maintenant. Le cessez-le-feu signé le 9 novembre dernier par 3 parties, du coup la Russie de Poutine qui chapeaute l'accord signé entre l'Arménie de Pachinian et l'Azerbaïdjan d'Aliyev. De l'avis de beaucoup d'observateurs, les journalistes sur place notamment, un accord très défavorable à l'Arménie. Du coup, est-ce que cet accord est contestable au niveau du droit international et si on peut remettre aussi sa légalité en question? Alors, un accord international, en l'occurrence un accord de cessez-le-feu ou un traité international, n'est contestable que si ces dispositions sont contraires au jus cogens, sont contraires
au droit international. Par exemple, on ne peut pas signer un traité entre, je sais pas moi, l'Azerbaïdjan et la Turquie visant à exterminer les Arméniens. On ne peut pas faire un traité sur les génocides. C'est interdit par le droit international. C'est l'une des rares choses interdites dans les accords de traité. Néanmoins, on ne peut pas contester, en tout cas l'Arménie ne peut pas contester un traité ou un accord de cessez-le-feu qu'elle a elle-même signé. Elle peut vouloir y renoncer, elle peut décider de se désengager, mais elle ne peut pas attaquer la légalité de quelque chose qu'elle a signé elle-même. Par contre, elle pourra contester, notamment devant la Cour internationale de justice, même si ce n'est pas trop la pratique de l'État arménien, la mise en œuvre de cet accord. Si par exemple une des parties met en œuvre de mauvaise foi les dispositions de l'accord en question. Alors, est-ce que c'est un accord de cessez-le-feu ou est-ce que c'est un traité international? En réalité, la première réponse qu'on peut apporter, c'est une réponse politique. Si l'on souhaite dénoncer ce texte, il vaut mieux parler de traité international, parce qu'un traité international dans la constitution arménienne, eh bien, il faut le ratifier au Parlement. Si l'on veut se tenir à ce texte, il vaut mieux parler d'accord de cessez-le-feu, puisque là, il n'y a pas besoin d'en passer par la ratification. Bon, la deuxième réponse qu'on peut apporter sur ce texte-là, c'est que c'est initialement un accord de cessez-le-feu, mais qu'un certain nombre de dispositions comprises dans ce texte, qui restent tout de même assez floues parce qu'il change sans arrêt, qu'on n'a pas une version définitive, est-ce qu'il y a des annexes, est-ce qu'il y a des... Il y a pas mal d'incertitudes. Je vous avoue que pour un observateur maintenant de presque longue date, parce que ça fait près de 10 ans que je m'intéresse à ces questions et que j'enseigne ces questions, c'est rare d'avoir un traité international ou un accord international aussi flou, aussi complexe. Complexe parce qu'on n'a pas toutes les données du problème et que sur le terrain, les choses changent tous les jours. Il y a des renégociations, on ne sait pas vraiment comment les choses se passent. Néanmoins, dans un certain nombre de dispositions, notamment la disposition 9, et aucun des observateurs n'aura manqué cette partie assez trouble et troublante, on a des dispositions de cet accord de cessez-le-feu qui sont clairement assimilables à un traité international. Cette disposition 9, je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, c'est la possibilité, vous savez, de ce corridor entre... Alors, selon les traductions du texte, le mot change. On parle de route, on parle de zone franche, on parle de route franche, on parle de corridor entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan. En fait, c'est une jonction entre la Turquie jusqu'à l'Azerbaïdjan et la mer Caspienne, puisqu'il y a également un passage entre la Turquie et le Nakhitchevan, donc au sud-ouest de l'Arménie, conclu avec le traité de Moscou, par amitié envers l'Azerbaïdjan en 1900, par amitié envers la Turquie en 1921, la Russie a offert le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan qui est l'État frère de la Turquie. Donc oui, il y a cette route qui passe par l'Arménie. Et donc il y a, on verra comment les choses vont se mettre en œuvre. Est-ce que cela va être une servitude, par exemple, en droit international? Si c'est le cas, on a, comment dire, on a la compétence territoriale de l'Arménie qui sera mise en cause et une disposition qui concerne le territoire arménien, puisque cette route passe par le territoire arménien, va devoir, comme tous les traités internationaux, passer par ratification. Alors, je ne sais pas ce que l'exécutif arménien a en tête, est-ce qu'il va le faire ou pas, mais c'est assez flou. Vous savez, cette situation, je citais le traité de Moscou de 1921, j'ai l'impression que c'est la continuité de ce traité de Moscou qui permet, dans une clause liée, à la Turquie d'avoir un droit de regard, on va dire, sur la délimitation territoriale, sur les questions territoriales de l'Azerbaïdjan et de pouvoir intervenir, y compris militairement, si le territoire de l'Azerbaïdjan est mis en cause. Là, c'est un traité entre la Turquie et la Russie, hein, je le rappelle.
pour faire plaisir à la Turquie, la Russie avait favorisé l'Azerbaïdjan dans la région. Mais ça me fait penser aussi à un accord signé entre la République d'Arménie et la Russie soviétique en 1920, le 10 août. Cet accord disait que les régions du Karabakh, du Zangezur et du Nakhitchevan devaient être occupées par les troupes soviétiques en attendant de trouver un accord. Et j'ai l'impression qu'avec cet accord du 9 novembre 2020, on est dans une situation un peu analogue où la force d'interposition russe s'installe en Artsakh, elle garde les frontières, mais cela n'est pas sans conséquence. On parlait tout à l'heure de l'indépendance de l'Artsakh, on parlait tout à l'heure de l'Artsakh en tant qu'État. Alors, une occupation militaire par une force d'interposition, ou peu importe le terme légal qui sera utilisé, bon, ça ne remet pas en cause l'État, puisqu'on estime qu'une occupation militaire ou une force d'interposition n'est pas attentatoire à la souveraineté, puisque c'est quelque chose par définition, en l'occurrence, c'est ce que l'accord dit, temporaire. Mais l'Arménie, en signant cet accord, a fait une autre chose assez, comment dire, qui ne va pas dans le sens de la reconnaissance internationale de l'Artsakh et qui va à l'encontre de la souveraineté de l'Artsakh comme État indépendant, autoproclamé, mais État tout de même, c'est que la République d'Arménie a signé un accord qui concerne le territoire de l'Artsakh. Et l'Artsakh n'a pas signé cet accord. Donc, cela va engendrer des problèmes juridiques, mais des problèmes aussi pour la souveraineté de l'Artsakh. Ça va créer un problème forcément. Alors, je ne sais pas ce que l'Arménie souhaite faire avec cet accord, si le pouvoir en place va rester non plus, je ne sais pas, et qu'est-ce que fera le pouvoir qui viendra après Nicole Pachinian, et puis si Nicole Pachinian se maintient, je ne sais pas ce qu'il souhaite faire juridiquement sur la question de cet accord, qui est en fait à toutes les caractéristiques d'un traité international qu'il va falloir ratifier, je le rappelle. Merci à toi, Yarish, pour toutes tes réponses. On va prendre quelques questions qui viennent du live et d'ailleurs, je remercie l'équipe de Chajoum qui est avec moi ce soir pour me transmettre les questions. Du coup, on va pouvoir aborder la reconnaissance de l'indépendance de l'Artsakh par l'Arménie. Est-ce qu'elle aurait pu changer la donne? La reconnaissance, pardon, de l'Artsakh par l'Arménie? Oui. Oui, elle aurait changé la donne. C'est une question politique plus que juridique, en fait, puisque l'Artsakh est un État indépendant, quoi que l'Arménie ou un autre État fasse. Tant que cet État se maintient, c'est un État indépendant. L'Arménie n'a pas reconnu l'Artsakh pour des raisons plus politiques que juridiques, mais tout de même, j'aimerais quand même revenir là-dessus. Il y a des accords conclus entre l'Artsakh et la République d'Arménie, notamment sur des questions de nationalité. J'en parlais tout à l'heure des compétences personnelles de l'Artsakh en tant que république autoproclamée. Il y a beaucoup de citoyens en Artsakh qui ont la nationalité arménienne. Il y a des accords militaires entre ces deux États. Donc, en fait, il y a une reconnaissance de facto de l'Arménie, mais pas de jure, c'est-à-dire que ce n'est pas une reconnaissance proclamée officiellement, etc. J'ajouterais que les liens entre l'Arménie et l'Artsakh, en droit international, sont reconnus par les Nations Unies aussi, même s'il n'y a pas de reconnaissance par l'Arménie de l'Artsakh, puisque les résolutions des Nations Unies demandent régulièrement à l'Arménie de s'impliquer pour le règlement du conflit du Haut-Karabakh. Donc, c'est les Nations Unies qui demandent à l'Arménie de s'impliquer sur la question de l'Artsakh. Bon, on l'a bien vu récemment, la stratégie de l'Azerbaïdjan, c'est de faire croire que l'Arménie contrôlerait l'Artsakh et donc que cet État, l'Artsakh, serait un État fantoche, comme Chypre Nord, par exemple, qui est un État fantoche contrôlé par la Turquie. Bon. En faisant ça, l'Azerbaïdjan veut accuser l'Arménie de porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a essayé de faire l'Azerbaïdjan, on l'a vu,
à l'occasion de l'affaire Chilagov que j'ai citée tout à l'heure, de 2015, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si l'Arménie contrôle l'Azerbaïdjan, selon ce postulat azerbaïdjanais, eh bien, oui, effectivement, il y aurait une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, notamment dans les 7 provinces en question. Mais bon, en l'occurrence, cette question n'est plus d'actualité puisqu'elles sont passées sous l'autorité de l'Azerbaïdjan. Mais l'Arménie a intérêt à ce qu'on reconnaisse l'Artsakh comme étant un État indépendant de l'Arménie. En termes de droit international, c'est plus avantageux. Mais l'Arménie devrait, je pense que c'est que des raisons politiques, reconnaître l'Artsakh, bien sûr. Un sujet qui est pour moi important et qui est d'actualité, hein, du coup. Est-ce que l'UNESCO a, entre guillemets, une obligation de protection du patrimoine arménien et est-ce qu'il y a une possibilité de contraindre l'UNESCO à cette protection? En matière de protection du patrimoine, il y a peu de contraintes, surtout pas devant l'UNESCO. L'UNESCO peut accorder de l'importance, on va dire, politique, même symbolique à un certain nombre de monuments relevant du patrimoine tel que défini par l'UNESCO. Mais pour que ces bâtiments soient protégés, eh bien, il faut l'accord de la puissance occupante, en l'occurrence l'Azerbaïdjan, puisque les Nations Unies considèrent que, par exemple, si on prend l'exemple de Dadivank, le monastère, si cette région passe sous contrôle de l'armée azerbaïdjanaise et que eh bien, l'UNESCO, pour protéger ces monuments, devra passer par une collaboration de l'État azerbaïdjanais. Je ne suis pas sûr que l'État azerbaïdjanais veuille que l'UNESCO mette son nez dans ses affaires. Cette question s'est posée au moment des destructions. Vous vous souvenez des Khachkar à Djoura, à Djoulfa, au Nakhichevan. L'UNESCO ne pouvait rien faire parce que le Nakhichevan était sous juridiction de l'Azerbaïdjan. Donc tout ce qui est sous contrôle de l'Azerbaïdjan, on peut faire déclarer par l'UNESCO à travers un certain nombre de conventions comme étant un patrimoine protégé, mais ça ne sera que des déclarations, puisque pour les protéger réellement, l'UNESCO ne bénéficie pas d'un pouvoir de coercition. Tu parlais du Nakhichevan, ça tombe bien, on a une question à ce sujet, et notamment du corridor que tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait renégocier, est-ce que c'est possible, au niveau du droit international, de renégocier un traité pour éviter ce corridor entre le Nakhichevan et l'Azerbaïdjan? En droit international, le droit international étant le privilège des États, tout est possible. Si l'Azerbaïdjan et l'Arménie veulent renégocier cette partie-là ou un autre traité, c'est possible. Je ne suis pas sûr que l'Azerbaïdjan... je pense que l'Azerbaïdjan est tout de même gagnant avec cet accord. Donc je ne suis pas sûr que cet État veuille renégocier. Tout ça, c'est de la politique plus que du droit, en fait. Tout est possible. On peut essayer de dénoncer un traité par un autre traité. Dans la région, on connaît bien ça. Hein, le traité de Lausanne qui vient battre en brèche le traité de Sèvres, par exemple. On a une juxtaposition, enfin, un enchevêtrement de traités qui viennent se contredire les uns les autres. Donc oui, les États peuvent défaire ce qu'ils ont fait. Mais je ne suis pas sûr que la Russie et l'Azerbaïdjan veuillent, surtout l'Azerbaïdjan et la Turquie d'ailleurs, hein, qui fait pression, je ne suis pas sûr qu'ils veuillent remettre en cause ça. Hein. Je vais te prendre encore un petit peu de temps pour 2 questions, mon cher Yaiché. Ouais. Porter plainte individuellement lorsque des mensonges et calomnies sont publiés par la diplomatie azérie, est-ce que ça pourrait faire évoluer la situation dans la faveur des Arméniens? Ou en tout cas faire évoluer les choses? Faire évoluer les choses, pourquoi pas, ce serait des plaintes symboliques, puisque les membres du corps diplomatique azerbaïdjanais bénéficient de l'immunité. Donc ils ne peuvent pas, on ne peut pas les attraire devant une juridiction, encore moins pour des délits, des infractions liées à la presse, et encore moins dans l'exercice de leurs fonctions. Non, ça paraît compliqué, malheureusement, vraisemblablement, mais ça me paraît très compliqué. Et du coup, si on ne parle pas de diplomates, si on parle par exemple d'hackers
azéris qui mettent en chaîne des photos sur les réseaux sociaux de cadavres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait, au niveau du droit international, être jugé? Au niveau du droit international, je ne pense pas, mais en tout cas, au niveau du droit pénal français, oui, bien sûr, des plaintes peuvent être déposées contre les plateformes qui laissent ce type de contenu, des appels au meurtre, des appels au viol, des images montrant des scènes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, souvent en faisant l'apologie de ces crimes. C'est interdit par le droit français. Mais c'est très compliqué puisque souvent ces plateformes sont pas en France, enfin en tout cas n'ont pas leur siège juridique en France. Des organisations, des associations avaient déjà tenté des choses, notamment à l'époque avec Yahoo. L'Union des étudiants juifs de France avait entamé une procédure contre Twitter, si je me souviens bien, mais cela s'était fini par une négociation entre la plateforme et l'association en question qui défendait, enfin qui accusait Twitter d'abriter des propos négationnistes et antisémites. Donc oui, il y a des choses qui sont possibles de faire. C'est très compliqué puisqu'en fait les comptes ferment aussi vite qu'ils ouvrent. Alors pour la question des hackers, c'est différent. Je répondais plus à la diffusion d'images d'images Oui, à caractère. voilà, ouais, faisant l'apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais Parfait, merci à toi pour cette réponse. Et du coup, j'ai aussi une question qui concerne les résolutions de 1993 de l'ONU, sur lesquelles se fondent les Azéris pour prétendre que l'Artsakh est azerbaïdjanais. Est-ce que ça, c'est typiquement le genre de résolution qui peut être contestable? On ne peut pas revenir sur des résolutions, il faut en prendre des nouvelles. Je pense que tu fais référence, enfin, la question fait référence aux résolutions 822, 853, 874 et 884 des Nations Unies plus particulièrement. Bon, ces résolutions ne sont pas toutes en faveur des Arméniens. Certaines parlent de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, notamment sur la question des 7 provinces qui sont autour de l'assiette territoriale du Haut-Karabakh. Bon, ces résolutions, il y a des choses à prendre et à ne pas prendre. En réalité, la chose principale que ces résolutions disent, c'est qu'elles condamnent le recours à la force armée. Et qui a recours à la force armée? C'est l'Azerbaïdjan, puisque dans chacune des guerres, enfin, en l'occurrence, c'est des résolutions qui datent des années 90, mais en l'occurrence, à l'époque, c'était l'Azerbaïdjan qui était l'agresseur. Ces résolutions parlent d'ailleurs du Nagorno-Karabakh et ne parlent pas d'une occupation de l'Arménie d'un territoire qui serait prétendument azerbaïdjanais. Et ces résolutions, je le disais tout à l'heure, enjoignent la République d'Arménie à se mêler de la situation pour parvenir à une résolution pacifique du conflit. Donc oui, ces résolutions des Nations Unies, enfin, l'Azerbaïdjan a mené une vraie campagne en direction des Nations Unies pour faire voter un certain nombre de textes qui ne sont pas toujours à leur avantage d'ailleurs, hein, qui sont des textes mous qui appellent souvent uniquement à la paix et au non-recours à la force armée. L'Azerbaïdjan s'est appuyé sur un certain nombre d'États du réseau du Pakistan, des États musulmans, même si l'Azerbaïdjan n'est pas l'État le plus musulman du monde, hein, vous le savez, mais enfin, c'est un pays plutôt laïque qui n'est pas très enclin à la religion. Mais elle se servit de cette question-là pour faire passer un certain nombre de résolutions. Mais il n'y a rien de très, très inquiétant dans ces résolutions pour l'Arménie, enfin pour l'Artsakh. Merci à toi, Yeriché, pour le temps que tu nous as accordé. C'est la fin de ce live. On vous remercie pour votre attention. Une nouvelle fois, vous avez été nombreux et ça fait plaisir de pouvoir vous renseigner, essayer de vous apporter des nouvelles billes. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. Je les vois défiler. Elles ne resteront pas sans réponse. Grâce au podcast de Chajoum, on va vous podcaster cette émission et y ajouter en fin de podcast les réponses
aux questions que nous n'avons pas pu prendre ce soir. Donc, je vous propose de nous rejoindre sur Spotify. Vous pouvez vous abonner au compte Spotify du podcast de ChatJoom, et comme ça, vous pourrez avoir en temps réel, dès qu'il y a un nouvel épisode qui arrive, vous pourrez le recevoir une petite notification. Je vous rappelle également qu'on est présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Il y a une grosse équipe pour gérer tous ces réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je te remercie, Richer, je te souhaite une bonne soirée. Merci Alex, merci à ChatJoom. Vive l'autodéfense du peuple arménien, vive l'autodétermination du peuple d'Artsakh, et je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt. Au revoir.